Cocody, c'est la panique chez les commerçants du petit marché situé en face de la Locodrome. Une rumeur fait état de leur déguerpissement. Comment la Côte d'Ivoire se prépare-t-elle à l'éventuelle arrivée du virus de Lassa? Des experts ivoiriens participent à un atelier de formation. Enfin, 7 février 1992, signature du traité de Maastricht. Aux Pays-Bas, la communauté économique européenne laisse ainsi place à l'Union européenne. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue sur RTI 2. Je vous l'annonçais dans les titres, une rumeur enfle dans la commune de Cocody. Les commerçants du petit marché situé en face de la Locodrome devraient être déguerpis. Depuis lors, les marchands sont sur le qui-vive. La municipalité de Cocody tente aujourd'hui de les rassurer. Il n'en est rien, souligne le secrétariat général de la mairie. On en parle avec nous Sangaré et Thomas Guessambi. Depuis le début de cette semaine, une information faisant cas d'un prochain déguerpissement de commerçants sur le marché de Cocody crée la psychose au sein de ces derniers. Tout serait parti d'un article d'un quotidien ivoirien dans sa parution du 6 février 2018. Ils ont dit qu'on doit casser le marché, qu'après ce marché de provisoire, ils doivent casser ce marché-là aussi. C'est écrit sur les journaux, on nous a dit qu'on doit casser le marché. Quand ils ont cassé Saint-Jean, on a des clientes même qui viennent nous dire qu'il paraît qu'ils vont casser chez vous. D'autres viennent dire que même s'ils ne vont pas casser, ils vont brûler. Il y a quelqu'un qui nous a envoyé un journal qu'ils ont mis sur les journaux que non, ils doivent casser ici. Parce que le Libanais qui a construit l'autre marché, qui dit qu'on ne doit pas avoir un marché à 1 kilomètre de son marché que le maire a signé. Ça a créé le mouvement parce que les gens n'étaient pas d'accord. Et nous-mêmes, on ne sait pas pourquoi on veut casser le marché. Mais dans les journaux, on a vu en bas où le promoteur a dit que le marché de KKF qu'il vient d'ouvrir, il n'aura pas un marché au moins 1 kilomètre à côté de ce marché-là. En tant que le marché de KKF et puis le marché de Adjagon, ça ne vaut pas demi-mètre. Face à cette rumeur qui gagne du terrain et crée la psychose chez les commerçants, les autorités municipales tentent d'apporter un démenti. Ce sont des décisions qui se prennent en conseil municipal. Ce marché appartient à la mairie de Cocody. Le conseil municipal n'envisage nullement la destruction ou un déguerpissement de ce marché. Je voulais que nos populations, nos concitoyens au niveau de Cocody soient rassurés, surtout les commerçants. La secrétaire générale de la mairie a également invité les commerçants de la Locodrome de Cocody à garder leur calme, car il n'est aucunement question d'un déguerpissement sur cet autre marché. Direction à présent la région de Lifou. Le village de Kwaku Sekro va se doter d'un foyer polyvalent dernier cri. La construction de ce bâtiment est une initiative de l'organisation non gouvernementale Yémoyé. La pose de la première pierre s'est déroulée récemment en présence des autorités locales et coutumières de la région. Le point avec Alain Issois et Léon Brou de RTI Boaké. Kwaku Sekro, environ 7000 âmes à quelques encablures de Wélé, région de Lifou. Déjà un groupe scolaire, un centre de santé, de l'électricité, de l'eau potable. La localité peut donc se targuer d'être un village moderne. Seulement, le château d'eau s'est rétréci devant la forte pression démographique. Conséquence, impossible de satisfaire les besoins d'eau potable des populations. L'histoire du forage que vous voyez ici, derrière moi, c'est une longue histoire. C'est à la faveur du programme présidentiel d'urgence que ce forage a été réalisé pour servir à 3 villages. Il y a un manque d'eau qui existe à Kwaku Sekro. Parlons du forage qui a été fait dans le cadre du programme PPU. Bon, nous disons, on avait fondé beaucoup d'espoir, mais malheureusement, avec les décisions qui avaient été arrêtées au niveau donc de la dissolution de ce programme-là, ce projet n'a pas pu arriver à son terme. Et au niveau de la mutuelle, nous faisons mains et pieds pour toucher les autorités afin que très rapidement, nous puissions trouver des oreilles attentives. Contrairement au chapitre de l'eau potable, bonne note côté cohésion sociale. À Kwaku Sekro, en effet,
autochtones et halogènes vivent en parfaite harmonie, bien que la localité ne dispose pas de cadre approprié aux rencontres communautaires. C'est ce déficit que l'ONG Yémoyé s'emploie à pallier à travers cette pose de première pierre. Un acte pour offrir dans quelques mois un foyer polyvalent à Kwakusekro. Aujourd'hui, qu'est-ce que nos parents cherchent? Du concret. On a coutume de dire le député n'a pas de moyens. Mais s'il a un carnet d'adresse, il peut faire beaucoup pour sa circonscription. Les actes que nous posons à travers notre ONG, dénommée Yémoyé, viennent en complément des actions gouvernementales. Nous essayons avec des partenaires pour ne serait-ce qu'améliorer un tant soit peu les conditions de vie de nos parents. Une fois bâti, le foyer polyvalent va abriter les rencontres d'échange et de réflexion pour le renforcement de la cohésion sociale. Ajouté aux infrastructures existantes, il va insuffler à coup sûr une nouvelle dynamique de développement à Kwakusekro. Autre actualité, la fièvre de Lassa menace l'Afrique de l'Ouest. Déjà, une trentaine de morts au Nigeria. Aucun cas de la maladie n'a été enregistré pour l'instant en Côte d'Ivoire, mais le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique reste vigilant. Il a donc organisé un atelier de formation à l'endroit des professionnels de la santé et autres experts environnementaux. Il s'agit de les outiller pour mieux gérer les risques de maladies dans le pays. Les explications de Franck Quadio. Forte fièvre, douleurs articulaires, hémorragie, puis décès 14 jours après l'apparition des symptômes. La fièvre de Lassa, diagnostiquée pour la première fois en novembre 2014 au Bénin, selon l'OMS, sévit actuellement dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest, le Bénin, le Nigeria, le Mali, le Ghana, le Libéria et la Guinée. La maladie se transmet à l'homme par contact avec les aliments ou des articles ménagers contaminés par l'urine ou les excréments des rongeurs. Au regard de la situation qui prévaut dans ces pays affectés et le flux de mouvement des populations entre les pays de la sous-région, la Côte d'Ivoire n'est pas à l'abri de risques de propagation de la maladie. Il était important que dans le cadre de cette lutte multisectorielle pour faire face aux urgences et aux différentes épidémies, que les responsables de haut niveau dans les différents ministères puissent être sensibilisés à la gestion de ces crises. Du centre des opérations d'urgence qui a été créé depuis 2015. C'est pour que ce soit le centre de coordination de ces différentes activités, de ces différentes actions qui sont prises en cas d'urgence, en cas d'épidémie. Une information transversale, la santé, mais aussi les secteurs de l'économie, la sécurité, le transport et l'environnement, entre autres, sont concernés. Ces assises se dérouleront sur 4 jours. Il s'agira de faire un plaidoyer sur la mise en œuvre des moyens structurants et financiers pour l'accompagnement de la gestion des urgences et menaces sanitaires en Côte d'Ivoire. Plus de 8000 carnets de santé offerts gratuitement aux hôpitaux publics et privés du district d'Abidjan. C'est une initiative du Lions Club Côte d'Ivoire. Le point avec Noussangaré et Thomas Guessambi. Le carnet est un document important pour la consultation prénatale et néonatale, car il permet de collecter les informations relatives à la santé de la mère et de l'enfant afin de mieux les orienter dans les prises de décision pour l'amélioration de leur prise en charge. Le carnet constitue donc un support d'information pour le suivi de la grossesse, de la croissance et du développement de l'enfant. Cet instrument de continuité des soins maternels, néonatals et infantiles, ainsi que de promotion de la santé maternelle et infantile, est un véritable outil d'éducation à la santé. Pour donc couvrir une partie des besoins des établissements sanitaires publics et privés, le Lions Club vient d'offrir 8650 carnets de santé au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Coût du don, 8 millions de francs CFA. À travers un tel geste, nous les Lions, nous accomplissons tout simplement notre devoir, qui est de servir. Servir notre communauté, servir tous ceux qui ont le plus besoin de nous dans notre communauté. Nous le faisons parce que nous croyons qu'on ne peut aller bien loin dans la vie si l'on ne commence pas
par faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. Vous contribuez à soulager des milliers de personnes défavorisées, particulièrement les femmes et les enfants, qui en bénéficieront gratuitement lors des consultations foraines d'offres de services gratuits. Outre les établissements sanitaires publics et privés, ces carnets seront également distribués dans les différentes structures humanitaires évoluant dans le système sanitaire ivoirien. Un séisme frappé aujourd'hui Hualien, ville située à l'île de Taïwan. Au moins 7 morts, plus de 200 blessés et une soixantaine de disparus. Les secours recherchent les survivants dans les décombres. Des images à présent, une école de musique afro-jazz ouvre au Zimbabwe. C'est l'œuvre de l'artiste zimbabwéen Oliver Mtukudzi. Objectif, transmettre les ficelles du métier aux jeunes qui tentent de percer dans la musique. Enfin, 7 février 1992, 12 pays européens se retrouvent aux Pays-Bas pour signer le traité de Maastricht. Cet accord économique, monétaire et politique institue également une citoyenneté européenne. Les explications de Zelika Eoura et Dangui Dangui. Le 7 février 1992, les 12 ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne signent un traité d'union économique, monétaire et politique à Maastricht, aux Pays-Bas. Le traité de Maastricht est le deuxième acte fondamental de la construction européenne, après le traité de Rome du 27 mars 1957. Tout commence 30 ans plus tôt. Le mur de Berlin est tombé et l'Europe centrale est sortie de 4 décennies d'enfermement. Des revendications démocratiques, mais aussi nationalistes, fusent d'un peu partout. En République fédérale allemande, le chancelier Helmut Kohl proclame que le rassemblement des Allemands est en marche. Son ami et allié François Mitterrand fait l'amour. Le président français craint qu'une Allemagne réunifiée renoue avec des rêves de conquête. Lors du sommet européen de Strasbourg, le 8 décembre 1989, le président français accepte avec les autres participants du sommet que le peuple allemand recouvre son unité dans la perspective de l'intégration communautaire. Mais il négocie en contrepartie le sacrifice du Deutsche Mark sur l'autel de l'Union monétaire européenne et met sur la table le projet d'une monnaie européenne. Un an plus tard, à Rome, les 27 et 28 octobre 1990, un Conseil européen décide d'accélérer l'intégration européenne et de créer une union monétaire. Le 10 décembre est signé l'acte de décès de la Communauté économique européenne, CEE, et son remplacement par l'Union européenne. Dans la foulée, débutent les conférences intergouvernementales destinées à mettre en œuvre ces résolutions. Elles aboutissent au traité de Maastricht. Le traité de Maastricht comporte 252 articles, repris en partie des anciens traités ainsi que 17 protocoles et 31 déclarations. Il trace la voie vers une union monétaire qui deviendra effective le 1er janvier 1999 pour 11 pays de l'Union. Le Royaume-Uni préférera conserver sa monnaie nationale. C'est la première fois qu'une unification monétaire précède l'unification politique et sociale. Cette innovation réveille les opposants à l'Europe économique, jugée trop technocratique. Les dirigeants politiques mettent en doute l'axiome selon lequel la monnaie unique forcera naturellement les économies et les niveaux de vie à se rapprocher. D'autres encore craignent que les bureaucrates de l'Union européenne n'altèrent la souveraineté des États et de leurs élus. L'année 1993 débute par la mise en œuvre du marché unique avec la suppression des dernières barrières douanières. Cette avancée coïncide avec la première année de récession en Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Merci de nous avoir suivis.